Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. C'est la faute à Rousseau, les CM1. Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons pour une vidéo où nous allons commencer la Révolution française et nous allons aborder aujourd'hui les causes de cette révolution. Avant de commencer, une petite piqûre de rappel avec ce que nous avions vu avant les vacances. À la fin du XVIIIe siècle, Louis XVI est le roi de France et la reine est Marie-Antoinette. Malheureusement pour lui, Louis XVI hérite d'un royaume en pleine crise économique où le peuple est en colère. Je vous rappelle que la société française, la société de l'Ancien Régime, comprenait trois ordres. Deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, qui représentaient environ 500 000 personnes à l'époque, ainsi que le tiers-État, qui lui était l'ordre majoritaire, qui comportait plus de 25 millions de personnes. Le clergé, qu'on pourrait également appeler l'Église, était un gros propriétaire terrien. Il était propriétaire de beaucoup de terres. Il ne payait qu'un seul impôt par année directement au roi, et encore, cet impôt était extrêmement faible en proportion de ses énormes revenus. Le deuxième ordre était la noblesse. La noblesse était constituée des familles issues de la chevalerie. C'étaient les grands seigneurs de la cour, qui eux ne payaient aucun impôt. La noblesse aimait les jeux, la comédie, les divertissements et les grandes fêtes qui leur coûtaient beaucoup d'argent. Les nobles se faisaient bâtir et décorer de grandes demeures. Et ils ne payaient aucun impôt. Le dernier ordre, le tiers-état, était lui l'état des non-privilégiés. Il était constitué de trois sous-catégories: les bourgeois, les ouvriers et les paysans. Les bourgeois possédaient des fabriques et manufactures et faisaient souvent de grosses fortunes. Ils vivaient noblement. Parmi ces bourgeois, nous retrouvions également les juges, les médecins, les écrivains. Les bourgeois savaient qu'ils valaient souvent mieux que les nobles, qu'ils étaient plus cultivés, voire plus riches que les nobles. Cependant, la noblesse les traitait souvent avec dédain, c'est-à-dire que la noblesse ne les respectait pas. Mécontents, ils demandaient à être leurs égaux, et ils voulaient jouir des mêmes droits, avoir les mêmes droits, et notamment avoir des positions dominantes en ce qui concerne la politique du royaume. Deuxième sous-catégorie, les ouvriers. Les ouvriers, où nous retrouvions les forgerons, les maçons, les charpentiers, tous les gens qui travaillaient de leurs mains, tous les artisans qui travaillaient de leurs mains. Ces derniers avaient une vie très difficile. Ils pouvaient travailler jusqu'à 14 heures par jour. Ils étaient très mal payés, mal nourris et payaient par rapport à leurs faibles revenus énormément d'impôts. Enfin, les paysans, qui représentaient à l'époque environ 80% de la population. Ces paysans se plaignaient de fournir presque tout l'argent pour les dépenses de la cour et les grands seigneurs. Les paysans travaillaient dans des conditions très difficiles de misère toute la journée, toute l'année, et devaient payer énormément d'impôts, devaient donner une grande partie de leur récolte aux grands seigneurs, et vivaient souvent dans la misère et la famine. Nous avions étudié ce dessin qui symbolise la noblesse, le clergé qui écrase et qui vivent sur le dos du tiers-état. Nous retrouvons ici le même message, la noblesse, le clergé qui écrase totalement le tiers-état. Parmi
les bourgeois, nous retrouvons des gens qui auront un rôle extrêmement important lors de cette Révolution française, à savoir les philosophes. Ces philosophes, au cours du XVIIIe siècle, font naître des idées de liberté et de progrès. La philosophie est une activité humaine très ancienne. Elle consiste à se poser des questions. Ces questions concernent notamment la place de l'homme dans le monde, le sens de la vie, ou encore les grandes valeurs morales. En philosophant, on essaye de mieux comprendre le monde, on s'exerce à penser, à réfléchir pour devenir plus sage et plus intelligent. D'ailleurs, le mot philosophie nous vient du grec, et philosophie signifie amour de la sagesse, amour du savoir. La philosophie apprend le savoir-vivre, apprend à communiquer avec les autres, à échanger sur un sujet, un débat, un avis. Les plus connus, à l'époque, sont Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d'autres encore. Ces philosophes critiquent pour la plupart la monarchie de droit divin et les privilèges de la noblesse et du clergé. Ces philosophes des Lumières proposent de nouveaux modèles de société dans lesquels tous les hommes seraient libres et égaux. Les philosophes expriment de nouvelles idées sur la façon de gouverner un pays, ce qui ne plaît pas particulièrement au roi. Les idées des Lumières vont se propager partout dans le pays, mais également en Europe et dans le monde. À cette époque, Louis XVI est donc un roi absolu de droit divin. Louis XVI, comme les rois avant lui d'ailleurs, Louis XV ou Louis XIV, prétend ne tenir sa couronne que de Dieu. Il n'est contrôlé par personne. C'est lui qui fait les lois, il dispose de la vie et de la liberté sur ces sujets. En 1789, la France va mal, la France va très mal. Les caisses du pays sont vides, il n'y a plus d'argent. Les gens du tiers-état payent énormément d'impôts. Les récoltes sont désastreuses, le prix du pain augmente et la famine se répand partout dans le pays. C'est dans ce climat de tension que le roi Louis XVI accepte de réunir les États généraux en mai 1789. Louis XVI décide de réunir ces États généraux pour décider de réformes, notamment de réformes sur les impôts que seuls paient alors les membres du tiers-État. Les États généraux, qu'est-ce que c'est? Les États généraux, ce sont des assemblées exceptionnelles convoquées par le roi afin de traiter d'une crise politique ou financière. Les États généraux étaient constitués de représentants de toutes les provinces du pays appartenant aux trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État. La noblesse avait ses représentants, le clergé avait ses représentants, mais également le tiers-État était représenté. Tous ces représentants discuter, essayer de trouver des décisions et essayer d'écrire des réformes, c'est-à-dire des changements que l'on va apporter aux lois afin d'obtenir de meilleurs résultats et de pouvoir sortir de cette crise que le pays traversait. La réunion des États généraux enthousiaste les Français. Les Français sont très contents, notamment les gens du tiers-État, le peuple du tiers-État qui va enfin pouvoir se faire représenter. En plus de la réunion des États généraux, Louis XVI propose au peuple français de remplir des cahiers de doléances. Ces cahiers, partout en France, sont remplis par le peuple où les gens expriment leurs désirs et leurs revendications. Cependant, dès l'ouverture des États généraux, à Versailles en mai 1789, les députés, ce sont ces hommes élus pour représenter un groupe de personnes. Les députés du tiers-État, les personnes qui représentent le tiers-État, constatent que la noblesse et le clergé refusent tout changement, car ceux-ci, bien entendu, veulent garder leurs privilèges. C'est ainsi que, le 20 juin 1789,
Mécontents, les députés du tiers-État vont se réunir dans une salle très connue, la salle du jeu de pommes. Pomme, non pas comme la pomme que l'on mange, mais comme la pomme de la main. Nous y reviendrons tout à l'heure. En se réunissant dans cette salle, les députés du tiers-État décident de ne jamais se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Une constitution, c'est tout simplement un ensemble de lois, de nouvelles lois, qui vont préciser comment gouverner le pays. C'est ce qu'on appelle le serment du jeu de pommes. Et c'est ainsi qu'est née l'Assemblée nationale, qui existe encore aujourd'hui, et dont on reparlera la semaine prochaine. En ce qui concerne le jeu de pommes, je vous ai dit que le pomme s'écrivait P-A-U-M-E, comme la pomme de la main. Le jeu de pommes était un jeu qui se jouait d'abord avec la pomme de la main et ensuite a évolué pour se jouer avec une raquette. C'était un jeu apprécié de la noblesse et de certains bourgeois. Et ce jeu était en fait l'ancêtre du tennis ou de tout sport de raquette. Et c'est dans une salle de jeux de pommes, c'est comme un ancien gymnase en fait, où l'on jouait aux jeux de pommes, que se sont réunis le 20 juin 1789 les députés du tiers-État. La colère monte, la révolution est en marche, je vous laisse en musique avant de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre.